L'heure n'est plus aux discours de bravade, ni aux promesses de jours radieux, mais à la constatation brutale d'un effondrement systémique qui ne dit plus son nom. Bienvenue dans cette édition spéciale de notre chronique consacrée à l'actualité géopolitique et militaire. Aujourd'hui, nous portons notre regard sur l'Iran, une nation qui semble avoir atteint un point de rupture historique, là où le récit de la résistance acharnée ne suffit plus à masquer le naufrage de toute une structure étatique. Pendant des décennies, la République islamique a réussi le tour de force d'éluder les sanctions internationales, d'éviter les confrontations directes de grande ampleur et de briser l'isolement diplomatique par des manœuvres de contournement sophistiquées. Cette capacité de résilience était la carte maîtresse de Téhéran face au reste du monde, mais cette carte vient de lui échapper définitivement. L'image restera gravée dans les mémoires. Le président Pezeshkian est apparu sur les écrans de la télévision nationale, non pas pour haranguer les foules, mais pour accepter officiellement l'ampleur de la crise énergétique et demander, dans un aveu d'impuissance frappant, que ses concitoyens acceptent désormais de vivre dans l'obscurité. S'adressant directement au peuple, il a formulé une requête d'une simplicité désarmante, invitant chaque foyer à réduire drastiquement sa consommation électrique, à ne plus allumer qu'une lampe, là où deux étaient autrefois la norme, car les barrages sont à sec, les étals des supermarchés sont vides, les usines ferment leurs portes, et les ports sont à l'arrêt total. Le pays vacille au bord de la fragmentation, et le régime de Téhéran semble désormais condamné à exiger des sacrifices ultimes de sa population dans le seul but de retarder une chute qui paraît inéluctable. Pour saisir la portée de ce cri de détresse présidentielle, il convient d'analyser les deux forces qui broient l'Iran actuel, un blocage extérieur sans précédent et un effondrement interne structurel. Pendant des années, l'Iran a utilisé la menace de fermer le détroit d'Ormuz comme une arme dissuasive contre la communauté internationale. Cette stratégie a longtemps fonctionné, car un quart du pétrole mondial transite par ce goulot d'étranglement, et personne ne pensait pouvoir acculer Téhéran sans en payer un prix exorbitant sur les marchés mondiaux. Cependant, les États-Unis ont radicalement modifié ce calcul stratégique. En déployant une force navale massive dans le détroit d'Ormuz et en fermant simultanément leurs propres ports, Washington a instauré un embargo dont l'efficacité a terrassé le commerce maritime iranien. Les importations vitales de céréales, d'huile, de médicaments et de pièces de rechange ont été coupées net. Alors que l'Iran voulait faire d'Ormuz une arme contre le monde, ce sont les forces américaines qui ont fini par étrangler le pays dans ce même passage stratégique. Cette pression extérieure, bien que dévastatrice, n'est pourtant que la partie émergée de l'iceberg. La véritable tragédie iranienne réside dans le fait que les infrastructures internes s'effondraient déjà bien avant le blocus, la guerre n'ayant fait qu'accélérer une agonie latente. Des années de sécheresse persistante, combinées à une corruption endémique du régime dans la gestion des ressources hydriques, ont achevé de ruiner le système. Le forage illégal de puits et l'irrigation agricole excessive, orchestrés par ce que la population appelle désormais la mafia de l'eau, ont corrodé le système énergétique de l'intérieur. Les grands barrages, piliers de la production hydroélectrique, sont tombés à moins d'un dixième de leur capacité, plongeant Téhéran dans la hantise du jour zéro, celui où l'eau ne coulera plus du tout au robinet. Normalement, les centrales thermiques alimentées par le gaz et le pétrole auraient dû combler ce déficit, mais les frappes ciblées d'Israël et des États-Unis sur les champs gaziers majeurs, notamment celui de South Pars, et sur les oléoducs vitaux, ont fermé cette issue de secours. Le régime a tenté de se tourner vers des générateurs diesel, mais le blocus a également rendu le carburant indisponible. Ces deux crises, l'une hydrique et l'autre énergétique, se sont alimentées mutuellement dans un cercle vicieux catastrophique. Le manque d'eau a tué l'hydroélectricité, et le manque d'électricité a empêché le pompage de l'eau nécessaire au refroidissement des centrales thermiques restantes. C'est dans ce contexte de paralysie totale que s'inscrivent les restrictions sévères imposées par les autorités. Bien qu'il n'y ait pas encore de blackout général permanent, de nombreuses villes ne reçoivent du courant que 4 à 8 heures par jour. Un déséquilibre critique s'est instauré entre les besoins domestiques et les installations industrielles,
Et les premières victimes de ce délestage massif sont les artères vitales de l'économie, à commencer par les infrastructures portuaires. Le port de Shahid Rajai, qui gère d'ordinaire 85% du trafic de conteneurs du pays, est devenu un cimetière de métal. Sans électricité pour alimenter les grues, l'éclairage nocturne ou les chambres froides, les opérations ont ralenti de 60%, entraînant des licenciements massifs et des mises en congé sans solde pour des dizaines de milliers de travailleurs. Par un effet domino implacable, l'arrêt des ports a frappé les 365 000 camionneurs enregistrés, véritable colonne vertébrale du pays. Les trajets quotidiens se sont allongés ou ont été purement annulés à cause de la panne des pompes à carburant électrique dans les stations-service. Les chaînes de froid ont été rompues, entraînant la perte de tonnes de denrées périssables, tandis que les conducteurs se retrouvaient confrontés à l'obscurité tant sur la route qu'à leur domicile. La paralysie s'est ensuite étendue au secteur industriel. L'aciérie de Mobarakeh, la plus grande d'Iran située à Ispahan, a dû cesser ses activités suite à des grèves massives. L'acier étant une ressource de base pour la construction et l'automobile, ce sont entre 10 et 12 millions d'emplois qui se retrouvent aujourd'hui menacés par une réaction en chaîne dévastatrice. Même le secteur du minage de Bitcoin, autrefois utilisé par le régime pour contourner les sanctions et générer des milliards de dollars, s'est effondré. Cette activité, qui consommait près de 2000 MW d'électricité volée aux civils, est désormais à l'arrêt, privant le pouvoir d'une source de financement cruciale pour l'effort de guerre. Le coût social de cet effondrement est payé au prix fort par les citoyens ordinaires. L'inflation a grimpé à un niveau stratosphérique de 105% et le prix des denrées alimentaires a bondi de 72% en une seule année. Les familles tentent de survivre à la lueur des bougies et des lanternes, luttant contre l'insécurité qui croît à mesure que l'éclairage public disparaît. Les écoles ont tenté de passer à l'enseignement à distance, mais sans électricité pour charger les appareils ou faire fonctionner les réseaux, l'éducation s'est tout simplement arrêtée. Cette colère sociale ne date pas d'hier, elle est l'aboutissement d'années de frustration face à une inflation qui oscillait déjà entre 40 et 50% avant le conflit. Les mouvements de contestation de mai 2025, déclenchés par les camionneurs dans 155 villes, ont servi de précurseur à l'instabilité actuelle. Si le régime a historiquement réussi à réprimer les révoltes, comme en 2019 ou 2022, par une violence extrême et des coupures d'Internet orchestrées par les gardiens de la Révolution, la situation actuelle est différente. La charge économique et militaire est telle que la capacité de répression s'émousse, et le discours de résistance ne rencontre plus qu'un silence de plomb ou une fureur contenue. La blessure la plus profonde de l'Iran ne se situe peut-être pas sur les champs de bataille, mais aux frontières. On assiste aujourd'hui à une hémorragie humaine sans précédent. La migration interne a déjà touché 3,2 millions de personnes, et ce n'est que le début. Les travailleurs qualifiés, les ingénieurs, les médecins et les techniciens cherchent désespérément à fuir un pays qu'ils jugent sans avenir. Cette fuite des cerveaux, qui concernait autrefois 150 000 à 180 000 personnes par an, se transforme en une vague migratoire massive qui pourrait égaler, voire dépasser, la crise syrienne de 2015. Avec une population 4 fois supérieure à celle de la Syrie, l'effondrement iranien menace de déstabiliser toute la région et l'Europe. On estime qu'entre 200 000 et 500 000 migrants supplémentaires pourraient tenter de rejoindre l'Occident à court terme. L'Allemagne reste la destination privilégiée, tandis que la Turquie durcit ses contrôles et planifie des zones tampons face à un flux quotidien qui ne faiblit pas. Ce départ massif de la jeunesse instruite, principalement dans la tranche d'âge des 15-35 ans, condamne l'Iran à un déclin démographique et économique pour les décennies à venir. Qui gérera les usines demain? Qui entretiendra les barrages ou soignera les malades? Le régime peut réprimer une manifestation, mais il ne peut pas forcer ceux qui sont partis à revenir. Parallèlement à ce désastre intérieur, l'isolement diplomatique est total. Les récents pourparlers de paix à Islamabad se sont soldés par un échec cuisant, les émissaires américains ayant annulé leurs engagements, signifiant ainsi que les conditions de la reddition seraient dictées par Washington et non négociées.
L'Iran se retrouve face à un dilemme impossible. Renoncer à son programme nucléaire et balistique pour lever le blocus, ou persister dans une voie qui mène à la fragmentation du pays. Cette crise de direction est aggravée par les luttes intestines au sommet de l'État suite à la disparition de Khamenei, l'ascension de son fils Mojtaba, attisant les tensions entre les différentes factions du pouvoir et les gardiens de la révolution. Même les alliés traditionnels semblent se détourner. La Chine, bien que premier acheteur de pétrole iranien, refuse de s'opposer frontalement aux États-Unis et préfère se tourner vers le brut russe pour garantir sa propre sécurité énergétique. La Russie, quant à elle, adopte une posture opportuniste, vendant des armes à Téhéran tout en profitant de la hausse des cours du pétrole pour financer son propre conflit en Ukraine. L'Iran n'a jamais été aussi seul. Son programme nucléaire, endommagé lors des frappes de 2025, est au point mort faute de pièces de rechange et de ressources. Les capacités militaires conventionnelles sont paralysées par le manque d'énergie stable nécessaire au fonctionnement des systèmes de radar et de missiles. En somme, l'Iran se désagrège de l'intérieur, tandis qu'il est asphyxié de l'extérieur. Le sacrifice national demandé par le régime n'est plus perçu comme un acte de patriotisme, mais comme l'annonce officielle d'une agonie prolongée. Le 25 avril 2026 marquera sans doute le jour où le mythe de l'invincibilité de la République islamique s'est brisé devant les yeux du monde, laissant place à une nation dans le noir, dont les citoyens partent un à un, emportant avec eux les derniers espoirs de reconstruction. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse approfondie. N'oubliez pas de soutenir notre travail d'information en vous abonnant et en partageant ce rapport pour nous aider à contourner les barrières algorithmiques et continuer à vous livrer les faits avec la plus grande précision.